Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Arrivée prochaine de vaccins contre la Covid-19 au Mali, motif de soulagement ou d'inquiétude, le Mali a commandé plus de 8 400 000 doses de vaccins, a annoncé le Conseil des ministres jeudi dernier. Selon le Conseil, ces doses sont attendues d'ici fin mars 2021 et le début de la vaccination prévu au mois d'avril prochain. Ces vaccins vont coûter au gouvernement du Mali plus de 31 milliards de francs CFA. L'opération sera soutenue par l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination ainsi que la Banque mondiale, expliquent les responsables du département de la santé et du développement social. Peut-on se réjouir de cette annonce? L'ordre des médecins du Mali est-il impliqué dans cette campagne? L'efficacité de ce vaccin a-t-elle déjà été prouvée? Nos invités, Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'association malienne des consommateurs du Mali ASCOMA, Dr Alou Makalou, point focal de la Covid-19 de l'ordre des médecins du Mali, et professeur Akori Ag Ikinan, coordinateur de la cellule de lutte contre la Covid-19 au téléphone. Je suis Imran Akilo Maïga. Chers invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Cette nouvelle intervient alors que le pays a enregistré près de 8000 cas de contamination, dont plus de 300 décès liés à la Covid-19. Comment la cellule de lutte contre la Covid-19 a-t-elle accueilli cette annonce, professeur Akori? Allô? Professeur Akori, comment la cellule de lutte contre la Covid a-t-elle accueilli cette nouvelle? Bon, effectivement, je pense que c'est un élément extrêmement important dans la riposte contre l'épidémie. En plus de la prévention qui est un élément extrêmement important, facile, peu coûteux, le respect des mesures barrières, la vaccination vient compléter et c'est un élément crucial pour interrompre la chaîne de transmission. Donc je pense que c'est de façon favorable que nous accueillons cette initiative. Au regard de l'évolution de la courbe en Occident, le Mali n'est-il pas allé trop à la besogne? Pardon? Au regard de l'évolution de la situation de la courbe, la montée de la courbe en Occident, est-ce que le Mali n'est-il pas allé trop à la besogne? Bon, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'on est dans un monde un peu planétaire, c'est-à-dire que c'est pratiquement un gros village. Donc, l'évolution de la pandémie au niveau de l'Occident, effectivement, c'est un facteur qui risque effectivement d'inquiéter nous, pays africains. Mais effectivement, malgré cette montée extrêmement importante du nombre de cas dans ces pays, en Afrique, nous enregistrons en tout cas des cas beaucoup moins importants. Nous, déjà, la deuxième vague, nous sommes à la deuxième semaine de la deuxième vague, où nous avons déjà, depuis pratiquement 4 semaines, une défervescence de la courbe épidémique de façon assez significative. Mais cela ne doit pas effectivement nous dire qu'il faut crier victoire. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut être extrêmement vigilant. Et si la vaccination venait, en tout cas, compléter les efforts de surveillance que nous mettons en place, que nous avons déjà mis en place, et je pense que c'est un élément assez positif qui pourrait nous aider à vaincre cette épidémie. Sait-on déjà quel vaccin va-t-on acheter? Bon, ce qui est sûr, c'est que le vaccin que nous allons acheter, nous ne savons pas encore. C'est un vaccin, en tout cas, qui doit être conservé entre plus 2 et plus 4 degrés. Et certainement c'est le vaccin, comment on l'appelle, indien. Certainement, c'est le vaccin indien. Mais dans tous les cas, le vaccin que Gavi, qui avec l'OMS, effectivement, qui ont donné gracieusement aux pays africains ces vaccins. Mais en plus de ces vaccins, le pays aussi est en train de faire des démarches pour avoir d'autres vaccins en dehors de ce vaccin proposé par Gavi et l'OMS. Des incertitudes autour du vaccin qui sera acheté pour les Maliens. Alors, comment les consommateurs accueillent cette nouvelle? Quelle lecture faites-vous de cette situation? Nous vous remercions pour l'invitation. Et j'avoue que le consommateur que nous sommes, nous avons raison d'être inquiets. Inquiets d'abord sur cette pandémie et ensuite inquiets aussi du comportement
des consommateurs par rapport à la maladie elle-même. Alors, tout le monde sait depuis quelque temps tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme commentaires par rapport au vaccin. Alors, est-ce que cela va encore dissiper l'inquiétude des consommateurs? Sinon, comment faire pour le faire? Parce qu'il faut qu'il y ait ce vaccin-là. Donc, reçu avec grande joie l'annonce. Et des inquiétudes aussi subsistent par rapport à la population et le nombre de vaccins. Mais c'est vrai que c'est sur le temps, c'est sur plusieurs périodes que ça va se passer. Qu'est-ce qui vous inquiète? D'abord, on est inquiet par le fait comment le consommateur va prendre. Comment faut-il s'y prendre pour le sensibiliser, pour l'informer? Deuxièmement, par rapport au nombre. Au nombre, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui peut-être ne valent pas d'être posées. L'inquiétude, si on regarde par exemple en Europe, en France actuellement, il y a 1 million de personnes qui sont vaccinées. Ils sont en rupture de stock. Et nous, on nous offre 4 millions, 8 millions, 500 000 pratiquement doses de vaccins. Donc il y a une inquiétude, mais peut-être ça ne vaut pas le coup trop de s'inquiéter. Et je crois qu'il y a lieu d'avoir un certain optimisme et savoir maintenant comment amener la population à adhérer à ça. Et le deuxième sujet d'inquiétude, c'est que tout le monde sait qu'il y a un variant, je ne sais pas si on va en parler par la suite, c'est le variant sud-africain, une forme donc de ce Covid. Et le professeur vient de nous donner le nom du médicament indien. On a essayé de fouiller sur le net, mais on n'est pas tout à fait sûr que le variant sud-africain est sensible à ce vaccin-là. Si oui, si tel est le cas. Selon lui, c'est un vaccin qui doit être conservé à plus 4 et 5, plus 5 degrés. Absolument. C'est dû au fait qu'on n'a pas de système de froid développé chez nous. Donc on comprend. On sait que le vaccin qui demande moins 70 degrés, on ne peut pas l'avoir parce qu'avec moins 70 degrés, je ne sais pas comment ils vont avoir des choses pour conserver le vaccin à travers le pays. Ce n'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'il y a un variant du Covid, l'épidémie qui sévit en Afrique du Sud. Est-ce que ce qu'on nous amène est sensible à ça? Sinon, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de s'inquiéter? Je comprends le choix. Le choix, c'est un problème financier. Ça se comprend aisément. Et c'est un problème de conservation. Et même pas la conservation, même les structures qu'il faut. Si vous voyez nos chambres froides ici, ça laisse à désirer. Donc si on a conservé des vaccins à moins 70 degrés, je pense que nous donner ça, c'est perdre le temps. Donc nous comprenons bien le type de vaccin et on n'a même pas douté une seule fois. Quelle lecture a fait l'ordre de médecins de cette annonce des autorités sur l'arrivée des vaccins? Tout d'abord, avant de répondre à la question, avant de me prononcer, je voudrais vous demander avec politesse et gentillesse d'observer une minute de silence à la mémoire de notre confrère, Dr Youssouf Malé, DTC au CESCOM de Boura, qui a été assassiné lâchement par des bandits armés. En sa mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Vous permettez que j'ajoute un élément plutôt. Je pense qu'il faut mieux qu'on fasse une minute de prière. C'est de ça qu'il a besoin, mais pas d'observer le silence. Donc je me joins à toi pour demander à cet illustre médecin qui a accepté d'aller travailler au Chabon, qui nous a quittés brutalement, que l'on, pendant une minute, peut-être c'est trop, que l'on fasse des prières pour lui. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Merci. Que la terre lui soit légère. Amen. Allez-y. Comme mes prédécesseurs l'ont si bien martelé, le vaccin, c'est une bonne nouvelle. Le Mali, à l'instar des autres pays, avec l'obtention de ce vaccin, nous pourrons prévenir les futures contaminations. Mais cependant, il y a toujours des inquiétudes qui sont
soulever lorsqu'on parle de vaccins, entre autres les effets secondaires, les conditions de conservation du vaccin et quelles sont dans un premier temps les personnes qui seront vaccinées. Parce qu'avec 8 millions de doses, ça paraît insuffisant vu le nombre de la population malienne. Mais avec la progression du débat, peut-être que nous allons apporter quelques éclaircissements à toutes ces questions que je suis en train de vous poser là. Sinon, le vaccin, c'est une bonne chose. Et nous sommes pressés même que le vaccin arrive au Mali. Est-ce que l'ordre des médecins a été consulté pour l'achat de ce vaccin? Bon, comme d'habitude, l'ordre des médecins a appris l'arrivée prochaine de ces vaccins sur les médias, au même titre que vous, en tant qu'homme des médias, nous avons appris sur les médias. Mais néanmoins, nous sommes allés vers l'information, savoir dans quelles conditions les vaccins allaient arriver et comment est-ce qu'on allait faire la vaccination, le calendrier de vaccination de la population malienne. Donc sur ce plan, ce n'est pas un problème. Même si nous ne sommes pas informés, notre devoir, c'est de veiller au respect des principes d'éthique et de morale de la pratique médicale. Même sans information, nous honorons toujours notre devoir. Qu'est-ce qui explique selon vous cette non-consultation? Je dirais que je ne pourrais pas répondre à cette question. Peut-être que c'est un problème d'agenda, on ne sait pas, ou peut-être que c'est un problème d'occupation. Sinon, l'ordre des médecins évolue seul, le ministère évolue seul. On doit retenir. Professeur Akori, le consommateur parle d'inquiétude et de rupture de dose en France. Faut-il s'inquiéter? Bon, par rapport aux inquiétudes, par rapport au vaccin lui-même, je pense que les 8 700 000 doses, il faut savoir qu'on doit avoir 2 doses, n'est-ce pas, pour être immunisé. Et dans tous les cas, de par le monde, nous n'avons pas assez de recul pour connaître exactement quelle est la validité de cette protection. Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans? Ça, nous le verrons à la pratique. Mais ce qui est certain, ça va couvrir à peu près 22% de la population malienne. Mais il faut dire qu'il y a des populations cibles. Ceux qui sont concernés d'abord, c'est les agents de santé en priorité qui sont en première ligne. C'est les premiers candidats au vaccin. Donc, je pense que les agents de santé, ce sont les premiers à être vaccinés. Donc, s'il y a des effets secondaires, et il peut y en avoir, cette paralysie faciale, mais qui avec une rémission totale en quelques jours, ce qu'on appelle le syndrome de Barr, mais ça, c'est une terminologie trop compliquée, c'est pas la peine d'en parler. Ça, c'est une possibilité, c'est un effet secondaire. Mais de mon point de vue, ce vaccin, il a été demandé, est-ce qu'il prend en compte la nouvelle variante extrêmement transmissible? C'est la variante 501V2. Et effectivement, cette variante, elle est prise en compte dans les vaccins. Dans le vaccin, en tout cas, qui est fabriqué. Parce que dans tous les cas, si elle n'est pas prise en compte, eh bien, c'est elle qui est la plus dangereuse. Et déjà, au Mali, nous avons pris des dispositions afin que cette variante ne puisse pas, en tout cas, venir sur le sol malien. Parce qu'elle a commencé en Grande-Bretagne et en Afrique, elle concerne l'Afrique du Sud, le Nigeria et récemment en France. Et on a beaucoup de compatriotes maliens qui sont en France. Et donc, le directeur de l'ANAC, l'Agence nationale pour l'aviation civile, a pris la semaine dernière une décision pour que tous ceux qui viendraient, les passagers qui viendraient de ces zones, vont être confinés à leur charge pendant les 14 jours avant de rejoindre leur site. Parce qu'il faut se rappeler que nous avons dans nos mines pas mal d'expatriés qui viennent d'Afrique du Sud. Donc, il est possible que cette variante puisse effectivement transiter. Donc, ça, c'est des dispositions qui ont été prises qui pourraient éventuellement, si nous restons assez vigilants, éviter que les Maliens ne connaissent cette variante-là. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a aucun souci de mon point de vue. Ce qui est certain, c'est que le pays va chercher à acquérir d'autres doses pour vacciner un nombre important d'individus. Et ce qui est important dans cette épidémie, c'est qu'il faut voir quelles sont les zones l'épicentre de cette maladie. Et donc, la vaccination doit se faire outre le personnel de santé, les agents qui ont les personnes âgées avec des comorbidités
il faut cibler les épicentres comme le district de Bamako, qui est l'épicentre de l'épidémie actuellement. Après, bien sûr, il y a la région de Koulikoro, Kaï, etc. Et on voit maintenant il y a des cas un peu partout. Donc, pour moi, le vaccin est vraiment le bienvenu parce que c'est un élément clé dans la rupture de la chaîne de transmission du virus. Vous dites que les premières cibles, c'est les agents de santé, alors que ces derniers ne sont pas au courant. Quelle explication peut-on donner à cela? Comment est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut différencier les rôles. Le Conseil de l'ordre, son rôle, comme il vient de le rappeler, c'est le respect de l'éthique morale et de la déontologie. Mais par rapport aux stratégies en termes de politique de santé, il y a un département du ministère de la Santé qui a en charge de définir les orientations et les stratégies pour les pays. L'information, elle est normale qu'elle soit diffusée à tous les niveaux, mais effectivement, c'est eux qui définissent la stratégie au niveau national. Chacun a son rôle à jouer. Peut-on être sûr même pour la population, je rappelle que la stratégie, avant que le vaccin ne soit administré, il y a une campagne de communication assez importante qui est prévue pour informer largement l'opinion nationale. D'abord de qui est-ce qui va être vacciné, comment est-ce que le vaccin va être réalisé, où est-ce que ça va se faire, quelles sont les dispositions organisationnelles qui vont être mises en place. Et cette campagne-là, effectivement, doit précéder la venue du vaccin avant de démarrer. Et mettre en place, bien sûr, les équipes qui vont s'occuper de cette vaccination. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait incessamment. Peut-on être sûr de l'efficacité de ces vaccins anti-Covid quand on sait que des pays occidentaux où les premiers essais ont été effectués, la courbe de la contamination continue d'augmenter? Moi, je pense qu'il faut rester pragmatique et il faut rester aussi optimiste. On a rarement vu, je dis bien dans l'histoire du monde scientifique, on a rarement vu la rapidité avec laquelle on a pu faire un vaccin contre une maladie virale. Et donc, le fait que tout le monde, la planète entière est concernée, et je pense que le travail des scientifiques a été accéléré. Ils ont produit un vaccin. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, on n'a pas suffisamment de recul, et que ce soit pour les pays occidentaux ou pas, on n'a pas suffisamment de recul pour voir quelle est la durée d'immunité acquise par rapport à ces vaccins. Dans tous les cas, il complète, cette vaccination complète les méthodes de prévention qui, jusqu'à présent, ont montré qu'elles ne sont pas tout à fait efficaces, malgré peut-être le non-respect de ces mesures de façon assez importante par une frange importante de la population. Sinon, en principe, si les mesures de prévention étaient correctement et rigoureusement respectées, c'est une manière de réduire effectivement la chaîne de transmission. Mais cela n'exclut pas les réinfestations parce que les gens viennent d'un peu partout. Les voyageurs vont dans tous les continents, et sur tous les cieux. Mais si la vaccination a pour rôle de donner une immunité pour que les gens ne soient pas réinfectés. Et nous avons des cas des gens qui ont déjà fait 2 ou 3 infections à la COVID-19. Donc je pense que cette question, de mon point de vue, ne se pose pas. Mais on a des structures de pharmacovigilance. À l'Institut national de santé publique, on a un service de pharmacovigilance, à la DPM aussi. Et donc, effectivement, les effets liés à cette vaccination vont être scrutés de façon scrupuleuse pour voir un peu est-ce qu'il y a des effets secondaires ou pas, et ils vont être documentés pour voir un peu comment est-ce qu'il faut faire face à ces effets secondaires. Comme on dit, il n'y a aucun médicament ou aucune molécule, même l'eau a des effets secondaires. Si vous faites une fausse route, eh bien vous pouvez mourir tout simplement en buvant de l'eau. La première cible de cette prévention, c'est les agents de santé. Comment l'ordre de médecins se sent actuellement? Donc moi, comme je vous l'ai dit, je viens juste de l'apprendre par l'intervention du professeur Akouri que les premières cibles seront les agents de santé. Bon, contrairement à d'autres pays, il y a plusieurs cibles, notamment les personnes âgées, les personnes qui sont dans l'incapacité de respecter la distanciation sociale, entre autres les personnes qui vivent en masse, c'est-à-dire que dans les prisons, et ensuite il viennent les agents de santé. Maintenant, si les agents de santé sont
au Mali, les agents de santé seront les premières cibles. J'aurais préféré quand même que l'ordre soit associé l'ordre devait être associé au préalable à cette prise de décision pour qu'ensemble, entre techniciens, on puisse échanger et voir la mesure possible ce qu'on pouvait retenir. Maintenant, aucunement l'ordre n'occulte le rôle du ministère de la Santé parce que l'ordre est sous la tutelle du ministère de la Santé. Mais néanmoins, dans la loi de création de l'ordre, la loi 030-2017, du 14 juillet 2017, au niveau de l'article 4, l'avis de l'ordre est obligatoire lorsqu'il s'agit des questions relatives aux bonnes pratiques professionnelles dans les établissements publics et privés. L'article 3, l'ordre de médecins a pour mission l'organisation et la représentation des personnes physiques et morales exerçant les professions de médecins sur toute l'étendue du territoire. Si ces personnels doivent être les premières personnes à être vaccinées, à mon avis, l'ordre devait avoir cette information et non sur les médias. Ça, c'est la position de l'ordre. On devait avoir l'information, on devait être acteur. Lors de mon premier passage ici, il y a un comité scientifique qui est là. Le comité des scientifiques, nullement l'ordre n'est membre du comité scientifique. Dans la sous-région, dans ce comité scientifique, l'ordre des médecins est présent. Mais je ne sais pas pourquoi le Mali fait exception à cette règle. Mais néanmoins, nous continuons toujours à faire notre travail parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des Maliens. Le travail de l'ordre est un bénévolat et les différents membres de l'ordre qui sont présentement dans ce bureau, ils sont prêts à servir partout où ils seront appelés. Est-ce à dire que l'ordre de médecins adhère à cet essai? Ça, c'est un point d'interrogation. En tant qu'ordre des médecins, c'est un point d'interrogation parce que les décisions sont prises de façon collégiale. Tant que le Conseil n'a pas été saisi pour qu'on puisse statuer et dégager une solution et une idée commune, ça va rester un point d'interrogation. Maintenant, en tant que professionnel et technicien de la santé, comme je vous l'ai si bien dit, la vaccination est une bonne chose. Mais néanmoins, les effets secondaires liés à la vaccination, ce sont des questions qui restent posées. Nous ne savons pas quel type de vaccin sera choisi par le Mali. Parce qu'il y a plusieurs types. Nous ne savons pas réellement quel type de vaccin. Parce que même avec l'intervention du professionnel, il a fallu au conditionnel. C'est le vaccin, il paraît que c'est le vaccin indien. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas quel type de vaccin sera arrêté. Donc vous craignez pour votre santé? Une fois le type de vaccin arrêté, nous allons dégager une conduite à tenir. Les consommateurs, comment vous comprenez une telle décision que c'est les médecins, les agents de santé qui seront les premières cibles? Oui, je comprends cette position et je trouve même qu'elle est tout à fait normale. Ça vous réjouit? Ça me réjouit parce que c'est eux les premiers qui sont au charbon. Mais j'aurais voulu réagir un peu par rapport à un certain nombre de propos du professeur. Professeur Akouri, je n'ai pas très bien compris deux aspects de votre intervention. Et je ne vais pas en parler d'abord sans évoquer sur ce plateau. On a eu, je crois, le professeur Dr Makalou était avec nous, à dire qu'au niveau du conseil de défense par rapport au Covid, qui devait plutôt avoir un conseil médical et scientifique, comme dans tous les autres pays du monde. Parce que c'est un problème de science, c'est un problème de médecine, mais ce n'est pas un problème de défense. Si on a bien suivi, pour ceux qui ont bien suivi, la marche ou la lutte contre la Covid au niveau de l'Europe, de la France plus particulièrement, on a vu comment le président a travaillé étroitement avec les médecins. Je reviens au cas du Mali. J'ai assisté à la création de tous les ordres professionnels du Mali. J'ai pris une part extrêmement importante. Tous les ordres professionnels, moi je suis d'un ordre professionnel, des architectes. L'ordre est un appui au pouvoir public. L'État a créé les ordres pour l'aider dans sa mission. Parce que l'État ne peut pas être partout. Et à cet effet, quand il y a les nominations au Conseil des ministres, il y a les services rattachés des ministères et les ordres en font partie. Alors, je suis sûr que l'ordre des médecins en fait partie aussi, mais je ne comprends pas comment cet ordre n'est pas associé à cela. Et ça arrive en certains endroits aussi. Nous, on avait le même problème aussi, mais on a montré la nécessité d'apporter notre concours à l'État. On est habilité à le faire.
L'État a besoin de nous pour faire ce travail, surtout dans le domaine de la santé. Pour qui connaît le Mali, pour qui sait combien de médecins nous avons par habitant, j'avoue que je n'ai pas du tout compris cette affirmation du professeur Akori. Je respecte beaucoup. Et pour moi, l'État doit revoir sa position avec les ordres. Les ordres ne sont pas les ennemis de l'administration. D'ailleurs, en tant qu'architecte, vous ne pouvez pas exercer si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre. Et je crois que c'est le même cas pour les médecins. Pour qu'on t'appelle médecin, il faut que tu sois inscrit à l'ordre. C'est l'ordre qui te délivre un numéro. C'est ce numéro qui t'autorise à travailler. Ça dépend. Tu peux travailler chez l'État ou tu peux ouvrir ta structure pour travailler. Ça veut dire aussi que les consommateurs vont accepter de se vacciner au regard des effets secondaires annoncés par professeur Akori? Les consommateurs, et je ne peux pas préjuger de tous les consommateurs, mais d'ici la fin, je vais vous donner notre position par rapport à ça. Enfin, la position que l'on peut avoir par-ci, par-là. Mais je suis aussi encore sceptique. Et le professeur Akari, il a parlé du vaccin. Moi, je trouve que le meilleur remède, c'est les mesures barrières. C'est les mesures barrières qui ont fait qu'on est à l'abri jusqu'à aujourd'hui. On a tous vu comment les masques sont venus au Mali. Combien de millions de masques on a donné au Mali. Je prends l'exemple de notre mosquée. Dans notre mosquée, on a donné 5 masques pour les personnes âgées. Par rapport aux millions de masques. Je me refuse de vous rappeler la belle phrase de Ibeka en son temps. Un Malien, un masque. Et ça, c'est la première mesure de protection. Ça n'a pas été fait. Vous entrez dans les marchés maintenant, vous êtes inquiets. On a vu des étrangers, le professeur, le couturier Al-Fadi qui est venu à coup de gros montants qu'on lui a remis, qui a fait des masques en coton et qui ont été distribués, mais à qui? Donc je pense qu'il y a lieu pour le consommateur d'être inquiet. Ça ne veut pas dire que le consommateur ne doit pas se faire vacciner, mais je veux que le professeur Akori intègre ceci, que vous avez raison d'être inquiet. Ce n'est pas les consommateurs qui refusent. Je vais faire leur avocat. C'est qui n'ont pas les moyens. Et vous voulez entrer dans un service public, vous êtes obligé de payer un masque de l'État dehors à 500 francs pour aller. Mais tous les jours, on ne peut pas payer un masque. Surtout un masque qui est venu pour nous. Donc je pense qu'il y a quelque part un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en charge. Et je crois qu'il faut revoir ça. Par rapport à ça, je vais poser une question au professeur Akori. C'est à moi de poser des questions. Okay. Professeur Akori, est-ce des médecins ont été consultés avant la prise de cette décision? Mais je ne saurais répondre à cette question. Je ne suis pas le ministre de la Santé. Moi, je suis d'avis qu'il soit consulté. Je l'ai dit et je le répète. Je dis l'information doit être la plus partagée possible si on veut avoir des résultats. Ça, je suis d'accord avec eux. Mais je dis, par rapport à celui qui a parlé du Conseil supérieur de la défense, j'ai participé à tous les conseils supérieurs de la défense. Le comité scientifique est bel et bien. D'ailleurs, c'est le Conseil supérieur de la défense Covid, spécialement pour Covid. On est à 4 conseils supérieurs de la défense, 3 avec l'ancien président Ibeka et le dernier qu'on a fait avec le gouvernement de transition. Les membres du comité scientifique sont tous effectivement membres du comité scientifique. Les membres du comité scientifique font partie du Conseil supérieur de la défense, d'ailleurs qui est convoqué spécialement pour la réponse contre la Covid. Maintenant, est-ce que les conseils de l'ordre doivent être là-dedans ou pas? Ça, moi, je ne le sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je sais que le Conseil supérieur de la défense a consulté et d'ailleurs a convoqué ce conseil-là spécialement pour la Covid-19. Donc, en tant que coordinateur, j'étais là et je ne suis pas membre du comité scientifique. Et les autres membres du comité scientifique étaient présents. Avez-vous posé la question à savoir pourquoi l'ordre de médecins n'ont pas été consultés? Mais ce n'est pas à moi de poser cette question. Je pense que c'est au Conseil de l'ordre. Et moi, pour rappel, je suis membre fondateur du Conseil de l'ordre des médecins. Je suis le numéro 8 inscrit avec le professeur Sall. Donc, je suis bel et bien tout à fait au courant de ce que le Conseil qui avons fait les premiers textes. Donc, je sais bien ce que le Conseil de l'ordre, mais c'est au Conseil de l'ordre, effectivement, de faire cette revendication qui est légitime, etc. Mais ce n'est pas à moi de dire qu'il faut faire appel au Conseil de l'ordre. Je ne veux pas donner des instructions aux institutions qui sont chargées de l'aspect stratégique. Maintenant, je reviens à la question
le représentant des consommateurs. Je suis d'avis, effectivement, que les mesures barrières sont l'élément clé pour effectivement rompre la chaîne de transmission de cette épidémie. Mais faut-il que ces mesures barrières soient respectées? Ça, c'est un élément important. Un Malien, un masque. Je suis d'avis avec vous. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons dit on ne peut pas être coercitif, même s'il y a des tests qui disent qu'on ne peut pas aller dans un lieu public sans disposer de masques. Dans ma structure à l'INSP, si vous venez, si vous n'avez pas de masque, on vous donne un masque à la porte. Vous vous soumettez au lavage des mains, au gel hydroalcoolique et à la prise de température. D'ailleurs, on a une caméra thermique, donc vous passez juste, la température est affichée, et si effectivement elle crie, ça veut dire que vous avez une hyperthermie. Donc je suis d'avis effectivement que pour prendre des mesures coercitives contre la population, il faut leur donner les moyens d'avoir les masques. Ça, je suis tout à fait d'avis avec. Mais je dis la vaccination complète, parce que la vaccination, son rôle, c'est de rompre purement et simplement la chaîne de transmission. Si vous avez 80% de la population qui est vaccinée, c'est une immunité collective, et donc là, vous interrompez carrément la propagation de l'épidémie. Or, les mesures barrières sont importantes, mais il faut effectivement qu'une large partie de la population puisse les respecter. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à ça. Est-ce que tous les Maliens seront vaccinés? Non, j'ai dit, et je répète, je fais partie de la commission en tout cas qui a discuté des vaccins, qui a rempli les dossiers, parce qu'il fallait remplir des dossiers pour être candidat, etc. Nous avons dit au Mali, la cible prioritaire, sinon lorsqu'on faisait cette visioconférence avec toutes les parties prenantes, effectivement des gens ont évoqué les élèves, par exemple, en milieu scolaire, une population jeune, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, à ma connaissance en tout cas, on a dit que c'est le personnel de santé qui est en première ligne. Dans d'autres pays, ce n'est pas tout le personnel de santé, c'est ceux qui sont au-delà de 40 ans. Parce qu'on pense que quand on est jeune, on a beaucoup plus de chances de résister contre la maladie. On peut même faire le plus souvent des formes asymptomatiques et donc ne pas avoir de risque de mortalité. Mais au Mali, on a décidé que c'est les professionnels de santé, c'est une décision politique. Je ne l'ai pas prise, c'est en tout cas de façon consensuelle. Quand est-ce que le reste de la population sera vacciné alors? Attendez, moi je ne suis pas quand même la personne autorisée à répondre à cette question, mais monsieur le journaliste. Moi je suis simple coordinateur de la lutte contre la Covid. Nous donnons comme on appelle, les directives, ce qu'il faut faire. Sinon, l'idéal, c'est que la population, en tout cas, j'ai dit 80% de la population, si on veut rompre une chaîne de transmission, il faut qu'elle soit vaccinée. Mais c'est des vaccins qui coûtent cher. Le peu qu'on a donné, il faut que les pays puissent, un pays qui est en guerre, qui est dans un problème de sécurité alimentaire, un problème, il y a plein de problèmes. Est-ce que nous avons suffisamment Vous parlez de la cherté de la vaccination. Est-ce que la vaccination, elle est gratuite? Pour ce qui est donné par Gavi, je dis l'OMS, je dis c'est gratuit. Ça, c'est pour tous les pays africains. Maintenant, il y a des pays qui complètent, qui payent eux-mêmes les vaccins pour compléter, n'est-ce pas, la population à vacciner. Est-ce que ça va être le cas au Mali? Je n'en sais pas. Je ne suis pas décideur, donc je ne peux pas répondre à cette affirmation. Sinon, je répète, je suis tout à fait d'avis que la prévention est extrêmement importante, mais faut-il qu'elle soit respectée? Et ce que j'ai constaté, et je l'ai dit tout le temps, chaque fois qu'on a le nombre de cas qui baisse, les populations baissent les bras, elles délaissent les mesures de prévention et on retombe encore. Pourvu qu'il y ait une seule personne, elle peut contaminer 30, 40 personnes. Donc vous voyez, on relance encore l'épidémie. Donc il est important de maintenir les mesures barrières, mais cela n'empêche pas qu'on puisse vacciner la population. L'Ordre des médecins est-il prêt à participer à cette campagne de vaccination? Bon, comme je vous l'ai si bien dit, en tant que technicien, c'est-à-dire qu'en tant que médecin, je ne vois aucun inconvénient à faire une vaccination. Comme le professeur l'a si bien dit, la vaccination permet de rompre la chaîne de transmission. La vaccination, comme on le dit, c'est à titre préventif. Ça prévient d'être contaminé par la maladie. Maintenant, en tant que membre du Conseil national de l'Ordre des médecins, une fois que nous serons le type de vaccin payé par le Mali, nous allons statuer sur ça en réunion de conseil et voir la conduite à tenir. Parce que nous n'avons pas été associés à cette prise de décision. Nous ne faisons partie d'aucune instance décisionnelle par rapport à
cette prise en charge de la pandémie, contrairement aux autres pays où l'ordre des médecins est fortement impliqué. Nous ne sommes impliqués à aucun niveau. Mais je le dis toujours, que nous soyons impliqués ou pas, nous allons accomplir notre mission. Nous avons été choisis par l'ensemble des médecins du Mali. Nous avons une mission à faire et nous allons accomplir notre mission jusqu'à la fin de notre mandat. Les médecins ont-ils les moyens de se protéger? C'est le problème récurrent. La protection des médecins. Le problème des masques, comme il vient, le président de l'association des consommateurs vient juste de le dire, on ne peut plus avoir... Le représentant de l'association des consommateurs vient de le dire. La décision est appliquée, on ne peut plus avoir accès, que ce soit au niveau des CHU ou au niveau des CSCOM, sans masque. Maintenant, est-ce que la disponibilité des masques, l'acquisition, les conditions d'acquisition des masques sont respectées par l'État? Ça, c'est un point d'interrogation. En son temps, le président et Ibeka l'avait dit en son temps, un Malien, un masque. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu de masque de l'État. Donc, je peux dire que le slogan « un Malien, un masque » n'a pas été respecté par l'État. Donc, celui qui n'a pas de moyens pour s'acquérir un masque, comment est-ce qu'il va s'y prendre pour avoir accès aux lieux publics? Ça, encore, c'est une question qui reste posée. Du début de la pandémie à ce jour, combien de médecins ont-ils été infectés par cette pandémie? Et je dirais agents de santé, lors de mon dernier passage, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une centaine d'agents de santé. Ce n'est pas spécifiquement les médecins dans les... Maintenant, dire le nombre de médecins, là, je n'ai pas l'idée en tête. Mais c'était une centaine d'agents de santé qui ont été infectés. J'attends par agents de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, techniciens et autres personnes qui travaillent au niveau du ministère de la Santé et du Développement social aussi. Et comment s'effectue leur prise en charge? C'est au même titre que les autres. Les cas compliqués sont pris en charge au niveau des centres de prise en charge. Maintenant, les cas simples sont gérés à la maison. Les prises en charge, ils prennent des médicaments et ils suivent le traitement de façon ambulatoire à la maison. Aujourd'hui, quel est le besoin essentiel des médecins pour mener une lutte efficace contre cette pandémie? Et il y a d'abord le matériel pour faire face à cette pandémie. Il y a les promesses prises par l'État, c'est de tenir ces promesses. Je vous l'avais signalé lors de notre premier passage, les différents responsables au niveau des différents centres de prise en charge ils ont des mois d'arrêt de salaire. Bon, là, ça n'encourage pas. Jusqu'à plus de 5 mois d'arrêt de salaire, plus de 4 mois d'arrêt de salaire, le moral n'y est pas. Mais comme ils ont prêté le serment d'Hippocrate, ces personnes sont là en train d'exercer toujours. Et je pense bien qu'il y a des grèves qui sont en vue, malgré que ces grèves ont été avortées. Je profite en même temps de prendre des dispositions pour que ces personnes soient mises dans leurs droits, c'est-à-dire qu'on paye les arrêts de salaire de ces personnes. Sinon, dans les jours à venir, je crains fort qu'il y ait un débrayage au niveau des différents centres de prise en charge. Ces manques de dispositions annoncées, ça ne permet pas de ne pas mener une bonne campagne de vaccination? Et je n'ai pas bien compris la question. Il a parlé des grèves annoncées, mais qui ont été... Ah oui. Okay. Il faut reconnaître que ce n'est pas souhaitable, une grève. Ce n'est pas du tout souhaitable. Une grève, ça veut dire qu'il y a des conditions qui ne sont pas satisfaites. Bon, c'est le cas de mon pays. Mais moi, je voudrais plutôt parler de l'inquiétude et de la désorientation des consommateurs par rapport à tout ce qui s'annonce. Donc vous avez été désorienté? J'ai été un peu désorienté parce que je n'ai pas très bien compris qu'entre nous, on ne puisse pas se poser des questions. Parce qu'on est là, on a un certain nombre de préoccupations des consommateurs. S'il faut que l'ouverture ne soit pas possible pour comprendre, je ne sais pas à mon retour qu'est-ce que je vais dire. Parce qu'on le dit en Bambara, Congo. Allez-y, posez votre question. Un certain nombre de questions. Bon, mais je ne vais pas m'adresser. Je m'adresse de façon générale. Je peux voir le professeur Akeri pour ça. La question qui est importante, et d'ailleurs c'est un médecin qui me demande donc d'en parler à son cher collègue, c'est qu'au niveau de ces vaccins, on a parlé de l'engagement du pays à indemniser les victimes d'accidents liés à l'administration du vaccin. Et je crois que les pays se sont engagés pour cela.
Alors je pense que si on ne donne pas les questions, vous n'avez pas forcément toutes les questions. Il y a des questions très sensibles, ils sont extrêmement importants. Donc moi, mon propos, c'est de savoir pour le consommateur, qui n'est pas ici, qui est de la santé, et qui voudrait savoir qu'en est-il de cela. Est-ce que l'État est prêt à dédommager les victimes de cela? Il va sans dire que c'est quelque chose, c'est une condition préalable à la vaccination. Le deuxième aspect, c'est comment s'y prendre pour enlever cette suspicion que le consommateur a par rapport aux voisins. Parce qu'on regarde Tamani, on écoute entre nous, mais il faut reconnaître aussi qu'avec la fusion des télés, on regarde aussi l'extérieur. Et on a vu des gens refuser de se faire vacciner, pas n'importe qui, des chefs de parti extrêmement importants. On a vu aussi des cas où on a des vidéos où on nous incite à ne pas aller à la vaccination. Donc je pense que c'est des questions extrêmement importantes. Si le consommateur peut avoir des réponses à ça, j'avoue que tout le monde est prêt à se faire vacciner. Permettez à Akori de donner son avis par rapport à cette inquiétude. Akori, qu'en est-il de l'indemnisation des victimes de cette situation? Bon, moi je pense que ça c'est une conditionnalité préalable pour pouvoir avoir accès au vaccin pour tous les pays. Parce que les donateurs ne voudraient pas que lorsqu'il y a des phénomènes adverses liés à la vaccination, qu'on puisse les poursuivre. Et donc c'est aux États de prendre cette responsabilité. Et donc c'est pourquoi, avant même que vous soyez, en tout cas, candidat à l'acquisition de ces vaccins, c'est ces clauses-là que vous devez signer. Donc si vous voyez d'abord, il y a 2 étapes pour avoir accès au vaccin. Il y a la première étape où il faut faire une lettre pour dire que vous êtes apte à recevoir les vaccins. Et ça, c'est ce qu'on appelle le questionnaire A. Ensuite, il y a un second questionnaire B qui, effectivement, qui doit être même signé par le Premier ministre. Le premier est signé par le ministre en charge de la Santé. Le second par le Premier ministre parce qu'il va engager... Allô? Parce qu'il y a un truc... Voilà. Donc, le second, le questionnaire B est signé par le Premier ministre. Parce que c'est ce qui engage le pays en cas de phénomène adverse. Effectivement, on doit... Vous êtes là? Il est parti puisque le temps, il nous reste quelques temps à partager ensemble. Professeur, aujourd'hui, votre besoin essentiel en termes de cette vaccination, c'est quoi? Bon, comme le professeur l'a si bien dit, et avant la mise en œuvre de la vaccination, il y aura des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire que dans ces campagnes, c'est de faire adhérer la population à la vaccination en leur expliquant tous les contours de cette vaccination. Ça, c'est le b.a.-ba d'abord avant qu'un vaccin ne soit administré. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'est sur cette note que se referme ce grand dialogue qui portait sur l'arrivée prochaine des vaccins contre le coronavirus au Mali, annoncé pour fin mars par le gouvernement. Nous étions avec Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'association malienne des consommateurs du Mali, ASCOMA, Dr Alou Makalou, point focal de la COVID-19 de l'Ordre des médecins du Mali, et professeur Akori Ag Ikinan, coordinateur de la cellule de lutte contre la COVID-19. À la mise en onde Seydou Adao, à la régie vidéo Salim Adjouara, à la présentation Imrana Kilomaïga et à la coordination Sekou Gadjugo. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.